Bonjour et bienvenue à tous dans cet atelier qui est consacré donc à la télépharmacie. La télésanté, on en a beaucoup parlé dans les hôpitaux, chez les spécialistes, chez les médecins généralistes un petit peu. Et on a parfois eu tendance à oublier un petit peu les pharmaciens, d'où cet atelier qui est proposé ce matin par les laboratoires Pierre Fabre, qui nous permet de réunir un beau parterre de personnalités à côté de nous. Les pharmaciens, de par la loi, sont inclus, bien évidemment, dans la chaîne de télésanté, dans la chaîne de soins. Ils vont être impactés, ils sont déjà impactés, ils le seront encore plus de manière inéluctable dans le futur par tous les changements des technologies de l'information. Et leur métier, ils le savent, va considérablement évoluer dans les prochaines années, voire même dans les prochains mois. Alors, on va évoquer beaucoup de choses ce matin autour de cette table ronde, notamment la notion de dématérialisation des ordonnances, pourquoi pas celle de pharmacien référent, comme on a aujourd'hui un médecin référent. Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines années? La possibilité également de réaliser de nouveaux actes dans les pharmacies. Voilà, c'est quelques-uns des thèmes dont on va parler dans quelques minutes. Et autour de moi, alors, beaucoup de monde ce matin. Yves Cahuzac, tout d'abord, qui est pharmacien à Auch, qui est conseiller à l'Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées. Bernard Champanet, qui est pharmacien à Albi, qui est président du syndicat des pharmaciens. Jean-Luc Régis, qui est médecin généraliste à Mazamet. Hélène Cardinal, qui est directrice de la CPM du Tarn. François Lescure, qui est à mes côtés, qui est pharmacien lui aussi de formation, qui est président de Médecins Directs et qui évoquera un projet impressionnant en matière de télépharmacie ce matin, qui est le projet SIMPAD. Et puis Gilbert Bayonne, qui nous fait également le plaisir d'être avec nous, qui est président de l'Association française des diabétiques de Midi-Pyrénées. Avant de donner la parole aux pharmaciens dans cette table ronde, moi j'ai envie de me tourner d'abord vers un médecin, vers Jean-Luc Régis. Lorsque je vous ai posé la question de la place du pharmacien lorsqu'on préparait cette table ronde, et je vous ai demandé quelle sera la place du pharmacien dans la e-santé, première réponse de manière assez spontanée de votre part, il fera des ordonnances dématérialisées. Et nous, on attend avec impatience, et médecins, les ordonnances dématérialisées. Pourquoi? Alors, hop, prenez le micro, on vous entendra mieux. Voilà. Ordonnance dématérialisée. Je pense qu'on va vers une désertification médicale, donc une recentration du personnel soignant sur des plateformes telles que maisons pluridisciplinaires. Mais quid du pharmacien qui est dans le village? Le patient va arriver sur la maison pluridisciplinaire et puis, de temps en temps, assez souvent, va aller à la pharmacie qui est à côté. Donc, baisse le chiffre d'affaires du pharmacien qui est dans le village. Et le jour où on a besoin du pharmacien qui est dans le village, il a dévissé. Donc, c'est pour ça que dématérialiser, pourquoi pas, effectivement, cette ordonnance, elle part directement chez le pharmacien référent, dans le village, au niveau du patient. Ça peut être une idée aussi de pouvoir maintenir localement cette structure. Donc vous imaginez, vous très clairement demain en tant que médecin, vous imaginez un pharmacien référent par patient, comme on a aujourd'hui un médecin référent par patient. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'en plus, le fait d'aller sur plusieurs pharmacies, on peut avoir quand même des problématiques d'interférence et de pathologies qu'on voit chez les personnes âgées, par le biais de médicaments qui sont contraires. Et voilà, sur deux pharmacies, même bien qu'il y ait le dossier pharmaceutique, parfois ça ne suffit pas. Allez, ben voilà, Jean-Luc Régis met les pieds dans le plat dès le matin et pose une question extrêmement claire et précise. Donc on va demander la réponse du berger à la bergère. Un des deux pharmaciens, peut-être Bernard Champanet qui est juste à côté. Voilà. Votre réaction, est-ce que vous, demain, vous êtes prêt à être pharmacien référent comme on a des médecins référents? Vous recevrez directement par mail ou sur votre ordinateur l'ordonnance donnée aux patients? Oui, l'autre jour, étant aux URPS tous les deux, nous avons évoqué ce problème du pharmacien de proximité. Et nous voulons le préserver. Parce qu'aujourd'hui, l'État avait demandé des pharmacies assez proches de la population. Et du fait des maisons médicales, des fois, il peut y avoir une dispersion des médecins, une concentration des médecins loin des pharmacies.
Donc je pense que le principe du pharmacien référent est quelque chose qui sera important. Parce qu'il faut respecter, je pense, j'en suis convaincu, la répartition démogéographique des officines que nous avons aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des pharmacies qui risquent de disparaître. Mais si vous voulez, souvent, d'ailleurs même le rapport IGAS l'a dit, c'est le dernier lien social qu'il y a dans un village. Donc si on ne veut pas le perdre, il faudra trouver cette solution. En sachant aussi quand même qu'il faut que ce soit le choix du patient, qui choisit sa pharmacie, et en sachant aussi qu'il faut au maximum garder des relations humaines. Il ne faut pas que la e-santé supprime le relationnel humain. Je demande à votre collègue Yves Cahuzac également son sentiment. Prêt demain à être finalement, ça a l'air très simple comme question et comme réponse derrière, prêt à être pharmacien référent comme on a des médecins référents? Alors si vous voulez, je crois que pour ce qui me concerne, pharmacien gersois. Pharmacien gersois, ça veut dire que dans 5 ans, on a 25% de moins de médecins dans notre département et à échéance de 10 ans, on a moitié moins de médecins dans notre département. Donc le point de santé qui va rester réparti sur le département, ça peut être donc la pharmacie d'officine. Ensuite, il va falloir avoir des pratiques homogènes entre les différents points que représentent les pharmacies d'officine. Et si vous voulez, ça a été très bien décrit par les 2 premiers intervenants. Il y a ce problème de désertification, mais il y a aussi cet aspect, et on l'avait évoqué ensemble, de garder le contact humain. Effectivement, toutes les nouvelles technologies qui sont à notre disposition ne doivent pas non plus faire oublier de garder ce contact humain. Yves Cahuzac et puis Bernard Champanet, moi je ne peux m'empêcher quand même d'être surpris par votre réponse et puis la facilité avec laquelle vous nous répondez sur ce sujet qui est quand même un sujet important. Je vais me faire un peu l'avocat du diable dans cette histoire. Toute la France n'est pas non plus un territoire en voie de désertification et on a en milieu urbain ou périurbain le choix assez facilement entre plusieurs officines à quelques centaines de mètres. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, est-ce que le fait d'avoir un pharmacien référent, qui est une idée que vous acceptez plutôt, n'est pas quand même une atteinte, quelque part, au côté libéral du pharmacien et à la liberté de choix du patient en face? Est-ce que vous pensez que l'ensemble des pharmaciens seront sur cette même longueur d'onde que la vôtre, ou que quand même l'aspect très libéral, très indépendant du pharmacien ne va pas remonter? On voit que les professions connaissent des mutations, et si vous voulez, je crois que si dans un premier temps, effectivement, cela remet en cause certaines positions ou certains dogmes, comme le disait Bernard tout à l'heure, à condition bien sûr que soit préservée la liberté de choix du patient qui va indiquer à son médecin qu'il souhaite s'adresser à une pharmacie plutôt qu'à une autre. Ensuite, je crois que la qualité de l'exercice professionnel en sera améliorée. Donc, je crois qu'effectivement, il faudra du temps pour modifier, intégrer ces pratiques, mais de toute façon, je suis persuadé qu'on va vers des systèmes analogues à ceux-ci. Certains de nos patients sont déjà adressés, pour certaines pathologies, on voit en bas de l'ordonnance s'adresser à la pharmacie un tel ou un tel. Voilà, ce sont des processus qui sont en voie d'accomplissement. Il faudra les intégrer peu à peu. Mais je crois qu'on va vers des systèmes analogues à ça. Bernard Champanet, j'aimerais votre réaction effectivement là-dessus sur le côté libéral. Et puis, on ne va pas chez le pharmacien comme on va chez le médecin. On n'a pas non plus tout à fait le même lien avec son médecin qu'avec son pharmacien. Dans le pharmacien, il y a aussi une notion un petit peu d'habitude de consommation. On a une pharmacie dans un centre commercial, paf, on fait ses courses, on achète on va prendre son ordonnance, on achète un produit en même temps. On peut aussi changer d'officine quand même plus facilement que l'on changeait de médecin auparavant. Alors écoutez, la réponse viendra du directeur de l'ARS qui un jour m'a dit, quand je lui ai parlé des maisons médicales qui allaient saper le tissu, la répartition démographique, il m'a dit: mais dans toutes les enquêtes, il est prouvé qu'il y a une grande fidélité des patients pour leurs pharmaciens. C'est vrai qu'il y a des pharmacies de passage, il y a plusieurs typologies de pharmacies. Il y a les pharmacies qui sont des centres-villes ou des centres commerciaux, il y a les pharmacies de quartier ou les pharmacies de village. Et on se rend compte qu'il y a une grande fidélité, entre guillemets, du patient pour son pharmacien.
Hein, je crois qu'il y a une connaissance. Je crois que c'est très important qu'un pharmacien connaisse son patient pour pouvoir des fois ajuster un traitement, pour pouvoir s'inquiéter sur son état de santé. Donc je pense aujourd'hui, si vous voulez, que c'est pratiquement, ça se fait tout seul. Naturellement, il y a des gens qui vont aller de pharmacie en pharmacie, comme il y a une nomadie, il peut y avoir aussi une nomadisme médical. Mais c'est minoritaire. Mais c'est minoritaire, non, mais d'accord. Mais chez nous aussi, si vous voulez, moi je suis dans un quartier, bon, il y a une fidélisation, pareil. Il y a des gens qui reviennent sans arrêt chez nous avec les ordonnances, et on le voit. C'est vraiment, il y a une forme de fidélité, de sécurité. Donc ça, je crois, si vous voulez, qu'on arrivera à le faire entrer dans les mœurs et que c'est acquis. Et puis, si vous voulez, les gens pensent aussi, depuis que les pharmaciens sont informatisés, on a été les premiers, ils sont dans cette démarche déjà de voir que chez nous, l'informatique marche. Et donc, ils aiment bien qu'on soit au courant de leur traitement. Il me semble que ça ne sera pas un bouleversement total. Et Hélène Cardinal, quand dit l'organisme payeur, la caisse primaire d'assurance maladie... Elle est entre deux pharmaciens, je ne sais pas comment elle pourra s'exprimer. Oui, mais c'est la seule femme au milieu de la table, vous verrez qu'elle a de la poigne. Qu'est-ce que vous en dites finalement? Ça a l'air très simple. Ils sont en train de nous dire les esprits évoluent assez rapidement et assez logiquement vers cette solution. Ça vous va? Oui, écoutez, l'esprit de l'assurance maladie aussi est en pleine évolution, puisque avec les pharmaciens, donc, une nouvelle convention a été signée très récemment, le 6 mai dernier. Et cette nouvelle convention affirme très fortement le rôle du pharmacien comme acteur donc, de soins de premier recours. Et à ce titre, prévoit que les pharmaciens doivent avoir un rôle particulier dans l'accompagnement thérapeutique, dans le suivi thérapeutique d'un certain nombre de patients qui sont des patients effectivement dont les pathologies sont des pathologies chroniques. Alors sont ciblés dans cette convention par exemple les patients sous anticoagulants, les patients asthmatiques, par exemple, les personnes âgées aussi, qui sont des populations fragilisées et dont le suivi, notamment l'instauration d'un traitement générique qui soit constant et qui soit uniforme, donc est affirmé clairement dans cette convention. Donc le rôle du pharmacien, même si la convention ne parle pas de pharmacien référent, l'esprit est quand même très présent. C'est-à-dire que clairement, les pharmaciens vont être rémunérés, je dirais, comme les médecins, sur objectifs de santé publique. Et pour pouvoir atteindre ces objectifs de santé publique dans le conseil thérapeutique, le suivi des traitements et l'accompagnement des patients effectivement atteints de maladies chroniques ou des patients âgés, il faudra bien effectivement une fidélisation bien sûr basée sur le plein accord du patient, mais une fidélisation effectivement de cette population. Il y a une logique effectivement de qualité de soins que vous nous rappelez très justement ce matin. Il y a aussi forcément une logique économique derrière tout cela. Est-ce que vous avez déjà une idée des économies que vous pourriez réaliser avec un système tel qu'un pharmacien référent? Oui, alors les approches économiques, les modèles économiques ne sont pas totalement finalisés. Je dirais que la première finalité d'un tel dispositif, c'est effectivement une approche d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins, puisque les pathologies et les patients atteints de pathologies qui ont été ciblés ont précisément été ciblés compte tenu de l'importance des accidents iatrogéniques. Je pense par exemple aux patients sous anticoagulants, donc c'est quand même 17 500 hospitalisations par an et 4 000 décès par an. Donc si vous voulez, ces ciblages ont été faits au plan national par l'assurance maladie pour permettre à travers l'affirmation du rôle d'acteur de santé de proximité du pharmacien d'éviter ces décès, d'éviter ces hospitalisations inutiles et de faire en sorte que le conseil thérapeutique, le suivi thérapeutique, en relais et en complémentarité du médecin, soit plus efficace. C'est ça la finalité première. Si je reviens quand même sur l'aspect économique, où il ne faut pas se leurrer dans cette affaire, une dématérialisation telle qu'évoquait le médecin, donc c'est aussi une dématérialisation qui arrive directement à l'organisme payeur. Derrière, ça vous permet quelles économies ou quelle autre manière de fonctionner? Alors ça nous permet surtout des redéploiements. Les économies sont faites parce que les caisses, comme tous les organismes sociaux publics, sont bien entendu très fortement incités donc, à rationaliser leurs organisations et leurs effectifs. Mais ça permet aussi, ces démarches-là, de mieux connaître les prescriptions, de mieux les analyser qualitativement et de mieux travailler dans des optiques de régulation des dépenses de soins, dans des optiques de maîtrise du risque. Voilà, donc la dématérialisation de la prescription, aujourd'hui, elle est effective de la part des pharmaciens. Le projet qu'évoquait tout à l'heure l'auteur Régis de dématérialisation à la source par les médecins
est un projet qui aujourd'hui est en filigrane, est en réflexion. Pour les pharmaciens, c'est une vraie réalité, hein, puisque vous savez que l'assurance maladie travaille donc avec les pharmaciens sur un projet qui s'appelle le projet donc Scanordo, qui est un projet de dématérialisation de la prescription, hein, qui aujourd'hui utilise un vecteur qui est un vecteur intermédiaire qui est le CD-ROM, mais qui demain sera effectivement un processus totalement dématérialisé de bout en bout, qui permettra effectivement un contrôle automatisé dans les caisses entre la prescription, le flux et le lot de prescription qui arrive du pharmacien et le lot de facturation électronique, et qui permettra derrière des contrôles aussi, il faut bien le dire, beaucoup plus ciblés sur les prescripteurs ou sur les pharmaciens qui ne sont possibles aujourd'hui. Et donc on facilite le soin, mais on facilite le contrôle également. Je me retourne à nouveau vers Jean-Luc Régis. Jusqu'où vous êtes prêt à aller dans cette dématérialisation d'informations que vous allez donner aux pharmaciens? Est-ce que vous vous contentez de lui adresser une ordonnance par mail, ou est-ce que vous ouvrez peut-être un peu plus la porte éventuellement d'un dossier de patient pour que le pharmacien ait aussi peut-être une compréhension de la logique de votre prescription ou de votre raisonnement? Jusqu'où vous ouvrez vos portes? Bon, déjà l'envoi par mail, il va falloir qu'il soit intégré au logiciel médical, mais ça c'est très facile à faire. Bon, à partir du moment où la démarche sera faite, les éditeurs de logiciels le feront. Après, l'ouverture sur le dossier médical complet, difficile. Par contre, le DMP est en cours. Le pharmacien aura la possibilité d'aller sur le DMP, et sur le DMP, on va quand même y mettre les choses intéressantes concernant la pathologie du patient. Donc il y aura une ouverture, une fait. fenêtre en tout cas ouverte Tout à sur fait. le côté médical Tout à fait. derrière. Ça rentre dans le cadre de la coordination. On a beaucoup parlé de pharmaciens référents, mais qui a l'air d'être une idée qui finalement rentre assez facilement dans les esprits, dans les mœurs. Autre évolution du rôle de pharmacien, et cette évolution va concerner 400 pharmacies en France d'ici la fin de l'année, sur un projet qui est extrêmement ambitieux, important. C'est le projet SIMPAD, qui est porté par la société Médecins Directs, et son président est avec nous, François Lescure, qui est pharmacien, lui aussi de formation. François Lescure, on va s'arrêter quelques minutes quand même sur SIMPAD. Vous êtes parti d'un constat qui était rappelé d'ailleurs par les pharmaciens, qui est qu'on a une implantation très forte des officines de manière générale sur l'ensemble de la France, parfois dans des territoires où d'ailleurs la population médicale elle est moins importante. Et on pourrait profiter de cette implantation pour mieux suivre les malades, à commencer par les malades chroniques, à travers la mise en place d'une forme de corner, si j'ai bien compris, dans les pharmacies. Expliquez-nous un petit peu ce que vous allez faire. Je ne sais pas où est passé le micro. Voilà, on va le faire venir jusqu'ici. Et vous allez nous dire concrètement à quoi vont ressembler alors ces corners dans les pharmacies. Alors, tout d'abord, simplement un petit mot sur Médecins Directs. Médecins Directs est une... et malgré tout, je suis pharmacien et j'arrive à travailler avec des médecins, donc on arrive à travailler ensemble quand on travaille bien. Et c'est une plateforme de 17 médecins qui travaillent essentiellement en B2B, c'est-à-dire qu'on vend aux assurances, aux complémentaires santé, une offre de service qui est en fait, si vous avez besoin d'un médecin, vous appelez un médecin, voilà, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour un conseil ou pour une prescription? Pour un conseil, parce que encore une fois, on est dans le paysage médical, on est aujourd'hui uniquement sur le conseil et l'avis médical. On vient de signer une convention avec l'ARS d'Alsace pour faire de la télémédecine, donc je pense qu'on est une des premières sociétés privées en France à être autorisée à faire ça. J'espère que ça viendra en Midi-Pyrénées. Mais l'idée, c'est pas de dématérialiser totalement le médecin, puisque on s'aperçoit que dans les questions et les réponses qui sont apportées par les médecins, on voit qu'il y a quand même, derrière se cachent quand même des vraies questions. Par exemple il y a des vraies questions liées au fait, surtout au parcours de soins. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples. Il y a quand même une question sur deux. On a traité depuis 1 an et demi qu'on est opérationnel maintenant. On a traité plusieurs milliers de questions. Il y a quand même une question sur deux qui touche le médicament. Hein. Une question sur deux. C'est-à-dire des patients qui ne comprennent pas tout à fait les médicaments qu'on leur donne et pourquoi. Soit ils ont fouillé dans leur armoire à pharmacie, ils ont un médicament qu'ils veulent prendre et ils se posent la question de savoir ce qu'ils vont pouvoir en faire. Ou alors ils reviennent de chez le médecin et le médecin malheureusement n'a pas eu forcément le temps, ni le pharmacien. Ils ont une question complémentaire sur leur médicament. Tiens, le médecin m'a prescrit ça, il m'a pas dit. Voilà, bon, ça arrive, c'est des questions comme ça, mais c'est une question sur deux. Et puis,
il y a à peu près un tiers de questions qui sont des questions d'information générale, un tiers qui sont des questions de pré-consultation, c'est-à-dire je vais voir mon cardiologue, je vais voir mon dermatologue, je me pose des questions avant d'y aller. Or, c'est beaucoup plus intelligent, je pense, d'appeler un médecin et d'avoir une réponse orale ou écrite avant d'aller voir son médecin, parce que sinon l'autre solution, et vous le savez vous en tant que médecin, c'est que les gens vont sur Internet et reviennent avec ça imprimé, ils en savent plus que le médecin sur leur pathologie, mais souvent c'est pas la bonne pathologie, donc ils ont fait ça pour rien. Et un tiers de consultation, c'est-à-dire qu'ils reviennent de chez le médecin. Et puis, je vous prends un exemple assez courant. Voilà, vous êtes allé faire une coloscopie, vous avez eu le rapport de la coloscopie, vous enlevez un certain nombre de polypes. Et grosso modo, vous ne savez pas, vous êtes un peu tout seul, donc les gens posent des questions là-dessus. Et puis, ce qu'on s'aperçoit, c'est comme on a 17 médecins et les 2 tiers sont des spécialistes, les gens accèdent directement aux spécialistes. Et en fait, on s'aperçoit que le pédiatre, quand même, c'est un tiers des questions. Voilà, il y a une angoisse des parents par rapport à leurs enfants. Et puis après, on trouve dermatologie, c'est quand même beaucoup de questions, psychiatrie et autres. Donc ça, c'est la partie médecin direct. Et puis en travaillant avec les médecins et en étant pharmacien, j'ai essayé d'insuffler un peu de pharmacie dans tout ça. Et on est arrivé il y a 1 an et demi maintenant, on a réfléchi à ce qu'on pourrait apporter aux patients en se disant vraiment quels sont les éléments clés autour du patient et pas simplement du patient chronique mais du patient en général. Et c'est vrai qu'on est arrivé au constat que une fois qu'on a fait le constat de la démographie médicale, parce que vous disiez tout à l'heure qu'on va perdre des médecins, mais aujourd'hui c'est 60% des femmes médecins en plus de 50 ans et 50% des hommes médecins en plus de 50 ans. Donc quand on fait une toute petite adéquation, ça fait quand même beaucoup de médecins qui risquent de partir à la retraite. Et la pharmacie, c'est comme le coiffeur et la boulangerie en termes de répartition géographique. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un lieu de géographie important, de territorialité important et d'ancrage du pharmacien important. Donc on s'est dit... De vie aussi, hein, on nous a rappelé. De vie, tout à oui, l'heure. tout à fait. Et puis... il y a quand même des habitudes, alors peut-être pas en ville, mais à la campagne et dans les petites villes, il y a quand même une grande habitude, c'est qu'on va d'abord voir le pharmacien, et le pharmacien souvent envoie vers le médecin. Donc il y a un rôle complémentaire dans la coordination de soins, je trouve, moi, du pharmacien d'officine et du médecin. Et puis, pour démystifier quelque chose, nous, on a bossé avec beaucoup de pharmaciens d'officine et beaucoup de médecins. L'entente est en règle générale très bonne entre le pharmacien et les médecins qu'il y a autour. Donc il y a une vraie coordination de soins qui existe. Donc il faut arrêter de se dire qu'il y a du corporatisme. Donc Sympad. Ouais, alors donc justement, très concrètement, une fois qu'on a fait ce constat et que vous nous avez rappelé comment fonctionnait votre plateforme en fait, de renseignement dématérialisé, concrètement, quel est ce projet Sympad qui va concerner 400 pharmacies? Qu'est-ce que vous allez faire ou proposer dedans? Alors c'est très simple, on est parti du constat que effectivement certains patients chroniques étaient pas suffisamment suivis. Et que le pharmacien pouvait avoir un rôle de suivi de malades. Alors pas simplement de malades chroniques, ça peut être aussi des malades qui ont quand même certaines pathologies mais qui ne sont pas classés dans la catégorie des malades chroniques. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut apporter aux pharmaciens. Donc on a réfléchi et on s'est dit si on veut faire quelque chose de bon marché, d'économique entre guillemets, il y a des solutions de monitoring de patients qui existent à domicile, mais ça veut dire que vous prenez une balance, un tensiomètre, tout un tas d'appareils que vous amenez à domicile et qui tout de suite vous coûtent cher. Alors dans les pays anglo-saxons comme les États-Unis, la pharmacie n'existe pas en termes de proximité, donc il n'y a pas de possibilité autre que de faire du monitoring à domicile. Mais en France, le monitoring à domicile marche très mal, sauf quand on est en HAD ou autre et autres. Et on s'est dit, peut-être que de mettre un système multi-utilisateur, multi-usager, qui permet le monitoring un peu large, non seulement de certains paramètres cliniques, mais en plus de rajouter un certain nombre de composantes qui sont des composantes purement pharmaceutiques et qui sont dans la loi que vous venez de citer, qui sont des composantes pharmaceutiques sur l'adhérence au traitement, l'observance, la pharmacovigilance. Tout ça, aujourd'hui, la pharmacovigilance, mes confrères pharmaciens ne diront pas le contraire, c'est quelque chose qui n'est pas très remonté
en termes de nombre d'effets de pharmacovigilance remontés. Alors, cet outil, c'est un outil tout simple, c'est un hub, une box qui est connectée à des appareils et qui est connectée à tout type d'appareil qui peut se connecter. Aujourd'hui, on a bien sûr balance, tensiomètre, oxymètre, spiromètre, ECG symptomatique, dermatoscope, j'en oublie. Enfin, il y en a un grand nombre qui sont connectables et qui peuvent permettre. Les médecins directs ont imaginé des protocoles de suivi par pathologie. Alors aujourd'hui, on suit 4 types de pathologies qui sont quand même courantes, qui sont les insuffisances respiratoires, BPCO, enfin asthme, BPCO, insuffisance cardiaque, hypertension artérielle et puis diabète. Et voilà, donc on a un petit protocole pour chacun en pharmacie avec une surveillance par médecin direct et une collaboration avec les médecins traitants, puisque les médecins traitants, on les met dans la boucle de l'information. Donc si j'ai bien compris, si je résume peut-être à l'extrême, je suis malade chronique demain, j'ai un doute, ma tension, mon cœur, etc. Plutôt que d'aller chez le médecin, voire encombrer la salle d'attente de mon médecin, je peux aussi passer à la pharmacie, avoir certains examens réalisés par le pharmacien avec la certitude qu'en plus ça sera fait de manière professionnelle, fiable, par un professionnel médical. La question, c'est pas plutôt que d'aller voir son médecin, c'est que les malades chroniques en général sont suivis tous les 3 mois par leur médecin et ils vont tous les mois en pharmacie. C'est cette périodicité qui est intéressante à utiliser chez le pharmacien. Et quand ils viennent pas tous les mois, ils viennent en tout cas plusieurs fois par mois. J'ai quand même fait un peu d'officine dans mon jeune temps, mais on avait quand même des gens qui venaient régulièrement parce qu'il y a une solitude de certaines personnes et puis parce qu'elles ont besoin de s'entendre dire, voilà comment, d'être pris en charge, d'être pris... Alors pour que je comprenne bien la logique jusqu'au bout, j'ai la possibilité de réaliser ces examens dans l'officine, voire mon officine référente, justement avec mon pharmacien qui me connaît bien. En cas de signal d'alerte sur l'examen que j'ai pratiqué, ce signal d'alerte, il va vers qui ? Il va vers mon médecin traitant, il va vers une plateforme dématérialisée de médecins. Comment ça se passe concrètement ? Alors, le premier signal d'alerte, c'est le pharmacien, parce que le pharmacien est quand même assez compétent pour comprendre qu'il y a une mesure qui ne va pas bien. Donc là, il peut tout de suite... Je pense qu'il est important dans la coordination des soins d'être actif et réactif assez rapidement. Le premier filtre, c'est le pharmacien. Le deuxième filtre, c'est médecin direct, parce que la plateforme de médecins peut revoir un certain nombre de données et des données globalisées, à la fois en termes d'observance, à la fois en termes de pathologie et de choses comme ça. Et puis, le troisième élément clé dans le processus, c'est le médecin traitant, parce qu'il n'est pas question aujourd'hui de faire un corporatisme qui fait qu'on isole le médecin traitant. Mais c'est le patient qui décide qui il veut avertir et quand il veut avertir. Il peut très bien décider aussi de mettre un aidant dans la boucle de l'information. Juste une dernière question. Ensuite, je pense qu'on aura beaucoup de réactions de la part des personnes qui sont autour de vous pour que l'on ait une idée de l'importance de ce projet. D'abord, c'est pas qu'un projet, c'est déjà rentrer dans la réalité. Rappelez-nous les chiffres. J'en ai donné un qui est 400 pharmacies test d'ici la fin de l'année. Donc, on voit l'ambition que vous avez sur le réseau français. Peut-être des montants budgétaires, peut-être des montants d'appui que vous avez eu, notamment auprès du Grand Emprunt. On a gagné l'année dernière l'appel à projet santé numéro 1, donc c'est sur un budget de 2,7 millions avec 1,3 million d'aides. Et puis aujourd'hui, on le déploie, alors pas tout de suite en Midi-Pyrénées parce que j'ai pas les bonnes entrées aux ARS, mais ça ne saurait tarder. On a privilégié aujourd'hui des ARS qui nous soutiennent, qui sont l'Île-de-France, Basse-Normandie, Auvergne. En Auvergne, on travaille avec le président du syndicat des pharmaciens et le président du syndicat des médecins auvergnats. Et on a eu plusieurs réunions. On travaille avec l'ARS pour avoir une rémunération de l'acte pharmaceutique aussi de suivi. Donc les choses avancent. C'est toujours plus long que ce qu'on pensait, mais l'idée, c'est qu'effectivement, on sera capable d'équiper un grand nombre de pharmacies d'ici la fin de l'année. Voilà. Mais donc c'est un travail de longue haleine avec les ARS, avec les caisses d'assurance maladie aussi.
et avec les syndicats de médecins et pharmaciens. Mais encore une fois, à chaque fois, on remet le patient au centre du débat en disant, voilà, qu'est-ce qui est bon pour lui? Donc avec un appui budgétaire, on a compris des pouvoirs publics via le grand emprunt qui est quand même relativement important. Je suppose qu'il y a pas mal de réactions. J'ai envie de me tourner vers les malades, tiens, pour commencer, qu'on n'a pas entendu depuis le début de cette table ronde. Gilbert Bayonne, pour vous qui présidez une association de diabétiques, un système comme celui-là, le fait d'aller, finalement, on a un doute, on peut se confier au pharmacien, on peut avoir des examens pratiqués par le pharmacien. Qu'est-ce que vous en dites à chaud? À chaud, on n'est pas contre. On n'est pas contre. D'ailleurs, ça fait très longtemps que nous souhaitions que le pharmacien, qui a un rôle clé dans le parcours de soins, nous souhaitions que le pharmacien ait un rôle plus important. Ça remonte à très longtemps. Et bien avant que l'on mette en place la loi HPST, on avait travaillé ensemble sur le ramassage des déchets médicaux, tout ça. On avait beaucoup œuvré pour que le pharmacien retrouve une meilleure place dans ce dispositif. Bon, il y a 120 000, pour la région Midi-Pyrénées, il y a 120 000 diabétiques. Il y a un vieillissement de la population, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, je ne vais pas y insister, le vieillissement et les zones blanches, les déserts médicaux, effectivement. Donc, le pharmacien doit avoir un rôle plus important que ce qu'il avait auparavant. Et quand vous dites un rôle plus important, oui, un rôle qui est à la frontière du médical, finalement, comme ce que l'on entend dans SIMPAD, au-delà de la prescription de médicaments, enfin pas de la prescription, de la délivrance, de médicaments. Oui, il vient d'obtenir des missions de conseil et d'accompagnement. Nous sommes d'accord. Nous pratiquons nous-mêmes, d'ailleurs, parce que tout ça est complémentaire. Pour les maladies chroniques, l'accompagnement des patients, c'est déterminant. Et nous-mêmes, nous pratiquons l'accompagnement en direct vis-à-vis des patients diabétiques, parce qu'il faut du temps. Donc, le temps passé par les professionnels de santé, plus celui des associations de patients comme la nôtre, eh bien, tout ça contribue à ce que toute la collectivité fasse des économies. Le diabète coûte 14 milliards par an, dont 7 milliards qui sont malheureusement dus aux hospitalisations. C'est ce qui coûte le plus cher. Et si on prend en amont, si on prend les patients en amont, si on les habitue à devenir davantage acteurs de leur propre santé, alors ils peuvent le faire auprès de nous, ils peuvent le faire en allant dans les officines de pharmaciens, avec tous les autres professionnels de santé. Il ne s'agit pas, bien entendu, de manger les étapes. Moi, je pense que ces évolutions sont utiles. Il faut les aborder franchement, mais il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas penser que économie, que le plan économique. Il faut penser aussi à ce qu'est la santé dans notre pays et les besoins de la population. Bernard Champanet, prêt à accueillir un corner comme ça, SIMPAD, dans votre pharmacie? Alors, si vous voulez, au départ, lorsque nous avons certaines pharmacies ont mis en place des appareils pour prendre l'attention dans les officines, il y a eu une levée de bouclier des médecins qui nous disaient, tu te rappelles de cette époque. Donc, il y aura une évolution. Elle se fera dans la pluridisciplinarité et avec les malades, sinon elle ne se fera pas. Je crois qu'il faudra qu'elle soit acceptée par tous et voulue par tous. Sinon, je ne pense pas qu'on puisse imposer quelque chose. Je crois que ça se fera dans le dialogue, ça se fera dans l'échange. Et il faudra qu'il y ait la nécessité pour le patient d'avoir ce besoin-là. C'est le patient qui, en fait, va nous dire à tous, voilà, nous avons besoin de cela. Et ce qui est possible dans les pharmacies, je suis dans une ville comme Albi. Albi, je le vois mal. Pourquoi vous le voyez mal, justement? Parce que, si vous voulez, il y a beaucoup de pharmacies. Si vous voulez, il ne faut pas que ce soit non plus une guerre entre pharmaciens. Moi, je fais ça par l'autre, ainsi de suite, que ce soit un objet, si vous voulez, de concurrence. Par contre, je crois cela utile dans des pharmacies qui seront éloignées, dans des villages, qui seront un peu loin. Là, je crois que ce sera particulièrement utile. Si vous voulez. Je veux que ce soit quelque chose qui soit fait pour tout le monde et accepté par tout le monde. Moi, en tant que responsable professionnel, le président des URPS, si vous voulez. Et c'est vrai, je ne vais pas stigmatiser certains villages, mais par exemple, vous avez Tanus, par exemple, au nord du département, qui est dans un petit coin.
Celui-là, peut-être on aura besoin, plus qu'Albi où les médecins sont à côté, et ainsi de suite, où l'hôpital est à côté, où il y a tous les besoins à côté. Puis ensuite, il y aura le financement de tout cela. Qui va le prendre en charge? Est-ce que, même s'il y a des projets, est-ce que la sécurité sociale, Mme Cardinal hier est venue me voir, m'a annoncé beaucoup de budget pour les pharmaciens. Oui. À la mémoire, madame, c'est quelque chose de terrible. Non, si vous voulez, donc il y a le financement aussi, si vous voulez, qui est à voir, et je le vois développer davantage dans ces milieux en difficulté plutôt que en ville. Donc voilà, en tout cas un avis qui pose pas mal de questions que je reposerai à François Lescure derrière. Je voudrais l'avis aussi du médecin Dr Régis. Quelle est votre réaction à chaud? Est-ce que vous n'avez pas peur en fait d'être dépossédé d'une partie de votre travail au profit des pharmaciens? Et il réfléchit beaucoup avant de peser les mots et avant de réfléchir, avant de le dire, de répondre. J'ai d'autres idées pour la polypathologie. Le monitoring, je le vois plutôt chez le patient qu'à la pharmacie. En ce sens que, je vais prendre le cas de l'insuffisance cardiaque, on a beau lui dire qu'il faut qu'il se pèse tous les jours, qu'il faut qu'il prenne attention, qu'il faut que ceci, qu'il faut que cela, il ne le fera pas. L'expérience le prouve, il le fait sur 1 semaine, 2 semaines, puis après il saute, et puis voilà. Et donc on arrive à un moment qui est décompensé, et puis quand on regarde, il a pris 5 kilos par rapport au dernier poids, et puis quand on regarde la mesure du poids, elle remonte à 15 jours ou 3 semaines. Et s'il avait une piqûre de rappel un petit peu par son pharmacien qu'il voit de manière régulière, vous pensez pas que ça marcherait? Ça c'est possible, mais je le verrai plus peut-être sur le monitoring à la maison, où il est obligé de faire tous les jours, que ça part directement par liaison téléphonique, et que quand il ne le fait pas, il a un coup de téléphone pour lui demander pourquoi il ne l'a pas fait. Et à partir du moment où les données sont mauvaises, qu'on prévienne le personnel de santé pour mettre en application, enfin, pour corriger certaines choses. Donc plutôt à la maison qu'à la pharmacie. Oui, je le vois là. Alors, est-ce que pour du chronique un peu moins lourd, il faut peut-être le réfléchir, pourquoi pas? Effectivement, on prend l'exemple de l'insuffisance respiratoire qui est assez bien suivi, qui, pourquoi pas, à l'occasion du renouvellement de son traitement, à la pharmacie, ne fasse pas une FR, enfin, une VMS, enfin, de quelques examens, et qui prouverait où il est équilibré, ça va bien, ou qu'il y a une aggravation, à ce moment-là, qu'on puisse pallier à quelque chose. Yves Cahuzac, est-ce que vous allez dans votre officine accueillir un corner SIMPAD? Est-ce que vous allez vous proposer pour être parmi les 400 pharmaciens testeurs? Comme je le disais tout à l'heure, je crois qu'on va vers des systèmes technologiques semblables à ceux-ci. Sur le département du Gers, monsieur le maire de la ville d'Auch, monsieur Montaugé, a obtenu des financements pour pôle d'excellence rurale santé-ruralité, pour mettre en lien par le biais des nouvelles technologies l'ensemble des professionnels de santé. C'est suivi avec bienveillance par monsieur Larrain, et un organisme dont j'ai oublié le nom qui dépend de l'hôpital de Toulouse. On sera peut-être amené à en reparler si vous voulez. Donc tous ces outils répondent à un besoin humain porté par les politiques, donc c'est l'émanation des besoins des patients. Comme on disait tout à l'heure, il faut revenir toujours vers le patient, quels sont les besoins, quelles sont les attentes, parce que on peut tous avoir des idées de professionnels, mais il faut revenir toujours auprès des besoins des patients. Ces outils technologiques sont aussi quelque part la concrétisation de certains aspects qui se font déjà. On a tous eu dans nos officines des personnes qui nous ont apporté leur bilan d'examen et pour lesquelles on a réalisé peu ou prou du tri en réorientant vers le médecin, vers le spécialiste, le cas échéant. Donc,
il y a l'aspect technologique, hein, ce sont les tuyaux, ce sont les moyens mis en œuvre, c'est l'expression et la visibilité de tous les actes qui pourraient être faits, qui sont faits parfois. Donc oui, ça va venir, ça va se mettre en place. Peut-être y aura-t-il des réticences, comme on l'a évoqué tout à l'heure, au démarrage de ces expérimentations, parce qu'effectivement, ça change un petit peu les pratiques officinales, ça change aussi certaines, on va dire, pratiques ou certains points de vue médicaux. Il y aura peut-être des résistances, des incompréhensions, mais de toute façon, on va vers des systèmes comme ça. François Lescure, il y a plusieurs choses qui ont été posées, hein, vraiment des questions très importantes. Je les redonne en vrac. Oui, dans les endroits en voie de désertification, on a des problèmes de démographie médicale, moins en ville, parce qu'on peut avoir un risque de concurrence entre pharmacies. Alors, c'est la désertification médicale. Aux portes de Paris, vous êtes en désertification médicale aussi. Donc, ce n'est pas forcément le fin fond du Tarn ou du Gers qui est en désertification médicale. Et il y a d'autres endroits, notamment au sud-est de la France, où là, vous êtes en surplus médical. Et on sait pourquoi. Quand vous regardez la carte de la démographie médicale en France et autres, vous savez que kinésithérapeutes et infirmiers et médecins, c'est plutôt le sud-est de la France. On peut être en banlieue de Nice, dans certains quartiers, et être en désertification médicale aussi. Hein. Exactement. Donc c'est pas forcément les grandes villes, le schéma grande ville ou petite ville, c'est pas forcément le bon critère. Ce qui est intéressant, je vous donne juste une expérimentation qu'on est en train de faire dans le Mortenay, qui est en Basse-Normandie. Alors jusqu'à pas longtemps, je ne savais pas où était Mortain, mais maintenant je sais où c'est. Alors dites-nous, parce que franchement, ça ne nous cause pas du tout. C'est dans la Manche. Dans la Manche. Et en fait, ils vont équiper leur pharmacie de SIMPAD. Et c'est la collectivité locale, la communauté de communes, qui va financer ça. Et pourquoi ils financent ça? Parce qu'ils ont vraiment un problème de médecins sur place et qu'ils sont vraiment devant des choses sur lesquelles même la sécurité sociale, même j'allais prendre un mot anglais, incentive, les aides à l'installation et tout ça, ne font rien, ils n'y arrivent pas. Donc, l'autre point aussi que je voulais... Attendez, juste pour avoir une réponse quand même très précise à ma question sur la concurrence. Est-ce qu'un projet de ce type fausse un petit peu la concurrence entre les pharmacies? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit l'installer chez tout le monde à terme, chez tous les pharmaciens, comme ça ils sont tous d'un même point de vue, ou est-ce qu'effectivement on ne va pas avoir une concurrence entre officines? Oui, ça serait idéal qu'effectivement toutes les pharmacies, les 20 000 pharmacies de France soient équipées de SIMPAD. Ça vous ferait plaisir, ça je comprends bien. Ça me ferait plaisir, je serais très content. Mais en attendant... De toute façon, il faut savoir qu'on a fait des émules et des concurrents, puisqu'il y a déjà d'autres groupements pharmaceutiques et d'autres sociétés qui se sont mis sur ce créneau-là. Alors c'était bien avant la loi du 6 mai, donc nous quand on a imaginé le projet, c'était bien avant la loi du 6 mai. Donc de la convention, pas la loi, la convention avec les pharmaciens et l'assurance maladie du 6 mai. Donc oui, ça serait effectivement idéal, mais on n'est pas dans un monde de bisounours. On sait très bien aussi qu'il y a des pharmacies qui ont plus d'affinité à développer des outils comme ça et d'autres qui ont moins d'affinité. Je prends l'exemple du médecin. Il y a encore des médecins qui écrivent leur ordonnance à la main. Bon, et il y a des médecins qui sont passés... C'est votre cas? Non. Bon. Tant qu'elle est lisible. Voilà. C'est surtout ça la question. Non, mais c'est vrai. Donc, on peut toujours opposer deux choses et dire il y a un pharmacien qui est plus moderne et l'autre qui est moins moderne. Il y a des pharmaciens qui sont très commerciaux au sens commercial du terme et puis on n'aime pas vraiment ça, mais en fait ils font des moins 50%. Il y a une célèbre pharmacie à Toulouse, on sait très bien comment elle fonctionne. Donc voilà, on peut toujours dire ça serait idéal d'eux, mais ça ne sera la loi de la concurrence entre les pharmaciens existe quand même et ça reste un... Donc ça, c'était la première question sur la concurrence. Deuxième question, je voudrais reprendre la remarque de Jean-Luc Régis. Un télésuivi de cette manière est plus pertinent au domicile du patient qu'en pharmacie? Alors j'ai la réponse à votre question, puisque en fait notre système il va au domicile aussi pour le patient, mais c'est le même système. Donc en fait, si le patient passe chez le pharmacien, il prend sa tension, c'est la même tension qu'il peut prendre chez lui avec le matériel. La seule difficulté du monitoring à domicile, c'est qui paye et quel coût. Parce que c'est énorme le coût d'un monitoring à domicile. Mais je suis d'accord avec vous qu'un aidant formé peut très bien
parce que c'est souvent des personnes qui sont à domicile chroniques, lourds, ont souvent quand même des aidants, des infirmières. Et on vient d'avoir, par exemple, encore une fois dans la Manche, on a la préfecture de la Manche qui a travaillé, qui a été au courant qu'on installait des SIM-pads en officine et qui nous a demandé si on ne pouvait pas les donner aux infirmières aussi. C'est-à-dire qu'elles se promènent, c'est pas gros, hein, vous verrez à quoi ça ressemble, c'est pas très gros. Elles prennent ça avec elles et puis l'idée c'est vraiment qu'il y ait une sorte de coordination et de suivi. Alors, juste je fais un point important, c'est que comme on travaille bien sûr avec un hébergeur de données de santé agréé qui est un spécialiste du DMP, on va faire du push vers le DMP d'un rapport de monitoring. Donc l'information, si vous voulez, qui est importante, c'est que l'information n'est pas perdue quelque part. Quand quelqu'un prend sa tension à domicile, l'information est perdue. La plupart du temps, on ne sait pas comment elle a été prise, on ne sait pas si elle a été prise de façon correcte et autre. Et voilà, donc l'idée, c'est de rajouter un professionnel de santé qui a une légitimité dans ce parcours de soins et dans cette prise de tension. Toute dernière question, avant d'aborder ensuite l'aspect quand même business model de cette histoire et l'aspect paiement. Là, on a un médecin qui ne se sent pas dépossédé de son pouvoir parce qu'un pharmacien va faire ce type de manipulation. Ceci dit, est-ce qu'il n'y a pas crainte quand même de la part des médecins de voir ce projet tout de même d'un mauvais œil parce qu'ils perdent une partie de leurs prérogatives médicales et professionnelles? Non, moi je ne pense pas parce que les 17 médecins qui travaillent avec nous ont eu la même critique du corps médical et de tout le monde quand ils ont commencé à vouloir faire du téléconseil en ligne et du téléphone. Ils ont eu les mêmes critiques parce qu'ils se sont dit oui mais c'est quoi, vous ne faites pas de la médecine, vous ne faites pas du truc. Et puis finalement quand on montre aux gens les questions qui sont posées, les réponses qui sont apportées et l'empathie qui est mise par les médecins pour répondre correctement, parce que là il ne faut pas qu'ils se trompent, je trouve que le bénéfice de celui qui reçoit l'information est quand même beaucoup plus important et valorisable. On a un verbatim de gens qui nous disent « Ah, enfin, j'ai ma réponse. Ah, enfin, j'ai quelqu'un qui m'écoute et autres. » Mais on ne fait pas de la concurrence du tout avec la médecine libérale. C'est comme si vous me disiez aujourd'hui j'ai un téléphone portable, très bien, et j'ai arrêté le téléphone fixe. Alors ça sera peut-être le cas dans pas longtemps, mais en tout cas aujourd'hui, vous avez toujours un téléphone fixe et un téléphone portable. Les fonctions de l'un et de l'autre ne sont pas tout à fait les mêmes, même si elles apportent un élément différent. Donc vous avez dématérialisé les banques aujourd'hui, mais vous avez toujours envie d'aller voir votre banquier de temps en temps quand même. Donc la question, c'est pas pareil. Vous faites pas la même chose, encore une fois, quand vous appelez médecin direct ou quand vous allez voir votre médecin. Et même, je dirais juste une chose pour terminer, je dirais même que beaucoup de fois, c'est nous qui avons envoyé vers le médecin en prévision d'un problème qui était plus grave décelé par le médecin. On va parler sous maintenant, si vous voulez bien, François Lescure. Je vous donne juste la parole après, je lui pose la question, comme ça vous allez... Bon, allez-y. Une remarque aussi, si vous voulez. Peut-être que les intervenants, médecins ou pharmaciens, ont été mal choisis parce que, avec Jean-Luc Régis, moi-même ou Yves Cahuzac, on a l'habitude, si vous voulez, de travailler ensemble. Donc on se connaît, on est habitué à se connaître, on s'est rencontrés dans des réunions, on échange, et si vous voulez, on se connaît. Il aurait fallu prendre un médecin lambda, un pharmacien. Lambda. Et vous croyez que les réponses auraient été bien différentes? Un peu différentes. Ouais. Hein? Ouais. Elles ont été différentes. Parce que si vous voulez, nous avons appris à nous connaître. Avant, on a dans des réunions communes, on échange, on voit les difficultés des uns, les difficultés des autres. Donc si vous voulez, c'est un peu faussé. Puisque vous avez le micro, puis je vous passe ensuite Hélène Cardinal, mais juste une toute petite question. On voit quand même qu'à travers ce type de projet, vous nous dites de toute façon, il va se développer petit à petit au fur et à mesure, mais que la frontière entre le purement médical, médecin, et le pharmaceutique est en train de devenir un petit peu ténue et que la porte d'entrée aussi dans la chaîne de soins est en train de se modifier. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interroge, qui peut vous choquer? Mais écoutez, je ne sais pas qui c'est qui l'a fait cette limite. Est-ce que c'est nous-mêmes ou est-ce que c'est le patient aussi? Le patient s'appuie un peu sur l'un, s'appuie un peu sur l'autre, hein, et a besoin de l'un et a besoin de l'autre. Comme le disait M. Bayonne, les diabétiques viennent à la pharmacie. Et souvent, on est le premier recours. On vient et nous devons orienter. Mais là, on l'enfonce. On enfonce. Ce voilà. qui était, je veux dire, une petite part de tolérance sur la grosseur du trait, là, elle prend une sacrée importance. Oui, mais si vous voulez, c'est parce que je crois qu'on se connaît davantage, hein, et que les patients nous poussent à nous connaître davantage. Hélène Cardinal, vous vouliez intervenir?
Oui, moi je partage tout à fait le point de vue qui vient d'être exprimé. C'est-à-dire que le médecin, je pense, de terrain risque de ne pas avoir tout à fait la même approche. Ça rejoint toutes les problématiques qui ont été largement débattues et qui n'ont pas forcément trouvé de solution sur la délégation de tâches entre le rôle du médecin, le rôle effectivement du professionnel de santé autre que médecin, hein, qu'il soit pharmacien en l'occurrence, infirmier, kinésithérapeute, etc. Des problématiques de délégation de tâches qui aujourd'hui sont toujours pendantes, hein, pour un certain nombre de professions. Ça rejoint aussi, d'après ce que vous décriviez, le dispositif à 3 niveaux que vous avez clairement décrit, le problème aussi de la ligne de partage de la responsabilité médicale, hein, qui est quand même posée, parce que n'oublions pas quand même que depuis la loi du 13 août 2004, le rôle premier en matière de suivi médical est confié au médecin traitant, et que dans l'hypothèse que vous évoquez d'un indicateur qui ne serait pas au vert et qui ne serait pas correctement interprété, correctement décelé, correctement rerouté vers le médecin, qui est responsable de quoi en cas de problème? Donc ces aspects-là ont-ils été traités, correctement traités, avec des réponses adéquates qui permettraient de faire en sorte que sur le terrain, les protagonistes soient d'accord avec cela. Puis je pense enfin que effectivement le projet est séduisant, il a l'air intéressant, il est sûrement pertinent en effet dans les zones sous-denses, où là, il peut apporter une réponse de proximité à des problématiques qui aujourd'hui ne sont pas traitées. L'est-il sur l'ensemble du territoire et à quel prix? Effectivement, c'est une question que je me pose. Ah, on va les poser directement à François Lescure puisqu'il est là. Avant de parler de l'aspect financier, parce qu'il y a quand même des aspects importants qui ont été soulevés, la séparation effectivement du travail entre le médecin, le pharmacien, cette frontière qui devient un petit peu plus floue à partir du moment où il y a un examen qui peut être pratiqué par un pharmacien, et la responsabilité de ce dernier derrière tout ça. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de voir aussi les usages des choses, comment les gens font un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il n'y a pas un pharmacien qui me démentira ici, qui n'a pas un tensiomètre à disposition et qui prend pas l'attention de son patient quand le patient lui demande. Il n'y a pas... j'allais dire, les usages font que il y a une certaine pratique des choses qui sont faites. Et ça, c'est la pratique. Et là, on l'officialise. Et entériner, voilà, et entériner des usages, c'est aussi permettre à un plus grand nombre de disposer d'outils. Alors, par rapport à la délégation d'activité ou la responsabilité, la dernière note de la DGOS a mentionné qu'un acte de télémédecine était un acte de médecine. Donc, effectivement, on est dans la même notion de responsabilité. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est une situation aujourd'hui où il n'y a pas de suivi qui est fait et une situation à demain où on essaye de faire un suivi. Je vous prends l'exemple de la BPCO. Si vous avez regardé les dernières études qui sont sorties, c'est 50% un patient suivi, c'est 50% de réhospitalisation en moins et 70% de réhabilitation. Donc, on ne peut pas ne pas voir ces chiffres-là et se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer le suivi de ces patients. Je ne dis pas que tous les patients ont besoin de suivi et les médecins le font très bien d'une façon assez régulière. On dit simplement que la période pendant laquelle voit ces patients, le pharmacien les voit 3 fois plus. Voilà. Est-ce qu'on peut jouer là-dessus? Est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Voilà. Et l'économie, c'est ça? Non, François, juste pour rebondir sur cette question, il y a un argument qu'avance Sympad dans son projet, qui est de dire aussi beaucoup de médecins généralistes se plaignent d'une surcharge de travail, de ne pas avoir le temps de correctement suivre leurs patients. Est-ce qu'on ne peut pas déléguer une partie de ces tâches vers les pharmaciens, pas pour leur retirer du travail, bien entendu, mais aussi pour les soulager quelque part dans leurs fonctions et les amener là où ils ont une plus grande valeur ajoutée? Alors, attendez, j'ai laissé François Lescure. Non, attendez, je laisse François Lescure le dire, et puis je vous passe le micro, parce que c'est un argument que Sympad donne aux médecins. Non, là, je suis d'accord avec vous, et puis tous les médecins le disent, mais c'est pas moi qui vais réinventer la médecine aujourd'hui. Le constat est que les médecins sont fatigués, ils en ont marre, ils font des heures, voilà, vraiment pas possible. En tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés et qui sont pas forcément en ville sont quand même en totale saturation, et que quand ils ont un certain âge, mais même avant, et c'est vrai que l'exercice de la médecine, mais ça c'est vous qui pourrez y répondre, l'exercice de la médecine aujourd'hui est pas un exercice, en tout cas les échos que nous on a, n'est pas un exercice qui leur convient aujourd'hui. Voilà.
ils n'ont pas suffisamment de temps, ils prennent de plus en plus... La médecine est devenue tellement spécifique qu'ils prennent énormément de temps à se former parce que vraiment, c'est vraiment pointilleux. Ils ont un problème de responsabilité médicale derrière sur lequel vous avez vu l'article du Figaro ou relayé sur la... 22% des actes médicaux sont inutiles. Oui, mais pourquoi? Parce qu'ils veulent se protéger aussi, et c'est normal. On comprend dans l'exercice médical comme dans l'exercice pharmaceutique, la responsabilité est complexe. Moi, je vais vous dire, pour trouver un assureur qui assure médecin direct dans l'exercice du téléconseil, voire de la télémédecine, je peux vous dire que c'est très complexe. On en a trouvé un. Alors, juste pour terminer, Clore, dernière question sur médecin direct, la rémunération. Qui paye? Est-ce que c'est un acte de médecine? Est-ce qu'on est sur une rémunération partagée? Est-ce que c'est un autre business model? Vous avez dit que des collectivités locales pouvaient également mettre la main à la poche. Donc, encore une fois, c'est un projet aujourd'hui qui a démarré depuis janvier 2012. Donc, dans ce projet, il y a un volet médico-économique important qui est d'ailleurs pris par un partenaire qui s'appelle Myriam Le Goff, qui est de l'Institut Télécom de Bretagne, qui est connu de tout le monde ici dans le domaine de la e-santé parce que c'est elle qui a pignon sur rue dans l'analyse médicale économique du suivi notamment et du monitoring de patients. Et elle regarde un petit peu ce qui se passe partout. Alors, ce qu'il faut, je vais répondre à votre question précisément aussi après, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans beaucoup de pays européens, tout près de nous, ça se passe déjà comme ça, hein. Il y a déjà un certain nombre de systèmes qui sont mis en place pour le suivi de patients de façon régulière. Dans le cas de SIMPAD, les composantes financières de SIMPAD et le modèle économique va reposer sur plusieurs acteurs. C'est comme si vous demandiez aujourd'hui, quand vous allez voir le médecin et le pharmacien, aujourd'hui, il y a l'intervention de la sécurité sociale, il y a l'intervention des complémentaires santé, il y a l'intervention éventuellement de prise en charge pour certains diabétiques, notamment dans certains départements, il y a une prise en charge par la collectivité de certaines choses. Donc le modèle est mixte. Il n'y a pas de réponse unique. Je ne vais pas dire à la sécurité sociale aujourd'hui rembourser le monitoring d'un patient, d'un suivi, mais on discute avec l'ARS d'Auvergne aujourd'hui et ils sont tout à fait, j'allais dire, ouverts à une contribution qui rentre dans le programme, dans la convention qui vient de signer, c'est dire quel est le niveau de contribution qu'on est prêt à payer à un pharmacien pour faire un acte de suivi. Voilà. Donc c'est pas encore défini, ça va être défini. Et puis voilà, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Je pense aussi que le patient, c'est une question pour mes collègues pharmaciens. Tous mes collègues pharmaciens disent, à un moment donné, il faut faire payer le patient, même si c'est minime, mais pour l'impliquer dans son processus et pour qu'il soit responsabilisé. Même si c'est quelque chose qui peut être pris en charge par une complémentaire santé après, hein, mais l'impliquer là-dedans. Voilà. Alors, juste sur cet aspect financier, de réponse peut-être de la CPM tout d'abord et puis d'un pharmacien ensuite. Est-ce qu'il y a un autre modèle économique inventé derrière? Est-ce qu'il faut que le patient paye une partie de ses examens? Alors, sur le projet lui-même, je ne sais absolument pas, moi, au plan local, si des négociations étaient menées avec l'assurance maladie au plan national sur le volet financier du projet SIMPAD. Donc là, c'est plutôt vous qui pourrez répondre à la question. Aujourd'hui, effectivement, la position de l'assurance maladie, à travers cette convention que nous évoquions tout à l'heure, est plutôt en retrait. C'est-à-dire que le pharmacien va être rémunéré pour assurer un suivi thérapeutique dans son domaine de compétences propre. Donc ça rentrerait dans son travail à faire. Voilà, il sera rémunéré pour faire, à travers un honoraire spécifique de dispensation qui est prévu par la convention, pour réaliser son activité de conseil, de suivi, d'aide à l'observation et à l'observance des traitements, d'identification des risques de iatrogénie, etc., etc. Voilà ce qui est prévu aujourd'hui dans le cadre conventionnel rénové qui a été négocié et signé le 6 mai dernier. Il n'est pas prévu, à ma connaissance, une rémunération au-delà, et en particulier pour le rôle dévolu aux pharmaciens tel que vous le décrivez dans le projet SIMPAD. Réponse extrêmement claire et nette. L'avis d'un pharmacien derrière. Écoutez, c'est vrai que d'abord sur le partage des compétences, le partage des tâches, le professeur Escande disait il faut que les médecins se libèrent certaines tâches pour les faire par le pharmacien parce que le pharmacien a le temps.
Je suis d'accord pour la première partie de la phrase, la deuxième partie, il faut rentrer le temps. Je trouve que déjà, nous sommes de plus en plus en personnel réduit devant les difficultés économiques, donc ce sera un peu difficile. Mais si on est prêt à partager ça, sur la rémunération, faire régler le patient, oui, je crois que c'est... écoutez, je crois que ce sera M. Bayonne qui répondra mieux que moi. C'est très difficile aujourd'hui, c'est très difficile de dire au patient, vous venez, je vais vous faire payer ça. C'est pas pris en charge et aujourd'hui on est dans la prise en charge. Mais si globale. imaginons, juste Bernard Chavanès, imaginons que vous deviez vous acceptiez de rentrer dans un projet comme celui-ci. Est-ce que vous demanderiez une rémunération supplémentaire pour effectuer un acte ou est-ce que vous estimez, comme la CPM, que c'est déjà dans la fiche de poste, pour reprendre l'expression? Comme l'a dit M. Escure, on prend déjà attention, on le fait gracieusement, on arrange des plaies, hein, on soigne des plaies, on le fait gracieusement. Il y a des actes, si vous voulez, qui sont des actes pharmaceutiques, qui sont dans notre métier, dans notre mission. Au-delà du métier, c'est la mission. Donc nous le faisons déjà. C'est pour cela que je dis qu'après, il ne faut pas que ça tombe dans du concurrent, parce que les gens ne paieront pas, les gens ne pourront pas payer quelque chose de plus. Il faudra trouver un moyen, sûrement, un moyen de rémunération nouveau, peut-être. Mais c'est surtout Monsieur Bayonne qui peut répondre. Allez-y, Gilbert Bayonne. Non, mais très simplement, le reste à charge, tout le monde le sait, le reste à charge pour le patient, il augmente sans arrêt. Alors, vous voulez en rajouter encore? Non, c'est pas possible. Nous, par exemple, les diabétiques, on a une menace qui pèse sur notre tête, là, c'est la prise en charge sur les bandelettes. Les bandelettes, je sais bien que maintenant, il y a des appareils qui vont peut-être pouvoir se passer de bandelettes, ça sera un progrès, là aussi, grâce à e-santé. Bon, mais... non, les patients, ils prendront pas à leur charge des coûts supplémentaires. Jean-Luc Régis, vous voyez, dès qu'on parle de sous, tout le monde se rue sur le micro. À mon avis, le but, quand même, c'est de prendre mieux en charge le patient pour éviter les complications. Si ça évite un paquet d'hospitalisations, l'argent, il est tout trouvé. L'hôpital doit payer? Non, pas du tout. Il y aura moins d'hospitalisation. Donc, il y aura moins de dépenses. Donc, c'est un transfert de charge d'un endroit vers un autre. J'enchaîne sur les questions. On posera des questions dans 5 minutes. Je voudrais justement, avant de passer le micro, poser une toute dernière question et sortir de Simpad, parce qu'il n'y a pas que ça en télépharmacie. Poser une question à Yves Cahuzac. Aujourd'hui, après tout, on peut acheter beaucoup de choses par Internet, consulter par Internet, avoir un avis d'un médecin ou d'un pharmacien aussi par Internet. Est-ce que demain, par Internet, vous imaginez qu'on puisse vous commander des médicaments, que les médicaments puissent être livrés directement par un système de poste ou autre chez un patient, comme ce qui se fait pour pas mal de choses aujourd'hui dans la société par un public de plus en plus important? C'est une question très intéressante qui a soulevé chez moi beaucoup de réflexions. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais tout ça, on le voit émerger. Néanmoins, quand on est adolescent, on passe son temps derrière un écran d'ordinateur. Quand on est dans la vie au travail, maintenant, on passe son temps derrière un écran d'ordinateur. Les seniors aussi, ensuite, plus que les adolescents sont devant l'ordinateur. Et puis ensuite, quand on est à la retraite, je le vois autour de moi, passe son temps sur les ordinateurs. Et alors, je me suis dit, mais où est le lien humain? Parce que, après tout, nos métiers, médecine, pharmacie, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est de l'humain. Et pallier à des défaillances quand on est sur des zones rurales extrêmement éloignées, ou alors quand on avait, je sais pas moi, Radio Saint-Lys pour les bateaux à l'époque. Bon, voilà. Mais perdre ce lien humain me paraît quand même aller à l'encontre de la mission dont parlait Bernard tout à l'heure, et c'est vrai que là j'ai du mal à franchir ce pas. Donc qu'on puisse acheter ses chaussures, ses livres, ses disques, ses vêtements, ses pièces de voiture, etc., qu'on puisse faire toutes ces déclarations administratives, CPAM, CAF ou autres, qu'on puisse avoir les impôts sur Internet et la plupart des services publics, oui, mais pas le pharmacien. Non, attendez, le médicament, quand on a besoin d'un médicament, c'est tout de suite. Si c'est au cas où, dans ce cas-là, très bien, peut-être. Mais sinon,
Parce que là, admettons, vous le commandez aujourd'hui, vous avez besoin d'un médicament vendredi. Alors, admettons qu'il y a une grève, ça peut arriver exceptionnellement, mais ça arrive. Grève des PTT, puis vous l'avez lundi, et puis c'est pas la bonne adresse. Alors, écoutez, je crois que ça mérite un peu de sérieux. Ah, la question aura été posée, elle aura été posée en tout cas. Allez, on va se donner jusqu'à la fin de la matinée pour poser toutes les questions du public. Voilà. Hop. Alors, je vous demandais à chaque fois, si vous voulez, simplement de vous présenter ou dire votre fonction pour qu'on puisse bien y répondre derrière. Bruno Salgue. Je suis déjà connu, je ne sais pas si vous je me présente, donc Bruno Salgue, TIC et Santé Montpellier, entre autres, et acteur de ce secteur de la télémédecine depuis quelques années. Je pense que la question que le gentil animateur qui est à côté de moi, tant pis pour toi, hein, c'est pas grave, a été mal posée. Et je vais vous la poser de manière différente. J'ai deux systèmes. Système 1 et un système 2. Alors, j'ai un système 1 qui a le médecin, le pharmacien, éventuellement le kiné, la sage-femme, la femme de ménage, de la DMR, etc., qui me coûte 800 et pour lequel je suis remboursé 400. Et donc, j'ai reste à charge 400. J'ai un système qui me coûte 200, que je ne décris pas aujourd'hui. Si je suis un vrai client normal, un homo economicus, ce que je fais, je vais aller vers le système qui me coûte 200 et non pas vers le système qui me coûte 400, pour la même qualité. Maintenant, c'est comment est-ce que je passe du système 1 au système 2. La deuxième remarque, c'est que je n'ai pas besoin du médecin, je n'ai pas besoin du pharmacien, je n'ai pas besoin du kiné, j'ai besoin de me faire soigner. Ne changeons pas de choses, je n'ai pas besoin de vous, le médecin, j'ai besoin de me faire soigner. C'est totalement différent. Ne vous trompez pas de débat. Et enfin, dernière remarque avec la question de départ, les gens s'installent en médical à l'endroit où il y a du revenu médical. S'il y a beaucoup de pharmaciens sur la Côte d'Azur, c'est parce qu'il y a beaucoup de revenus de pharmacie sur la Côte d'Azur. S'il y a beaucoup de médecins sur la Côte d'Azur, c'est parce qu'il y a beaucoup de revenus de pharmacie sur la Côte d'Azur. Et quand les gens ne peuvent pas payer le reste à charge, eh bien, il n'y a plus de pharmaciens. Et moi, je vais vous dire, j'ai fait une enquête dans des zones de région parisienne, et là, je rejoins ce que disait François tout à l'heure. Les pharmaciens, les deux pharmaciens Tarteret, ils se sont arrêtés. Pourquoi ? Parce que les gens n'avaient pas les moyens d'acheter des médicaments. Ils arrivaient des ordonnances sans les moyens de payer le reste à charge. Donc, la pharmacie, elle ferme. Tarteret, 3 pharmacies, 2 pharmacies, une pharmacie. Ritz-Orangis, 3 pharmacies, 2 pharmacies, une pharmacie. 0. Maintenant, la pharmacie de Tarteret, on l'a sauvée, 1. Et je peux vous le dire partout, parce qu'il n'y a plus de revenu médical. Alors arrêtons le système. Parce que quand il n'y aura plus de revenu médical, il n'y aura plus de médecin, il n'y aura plus de pharmacien, et là, vous aurez tout gagné. C'est comme aujourd'hui, on n'a plus d'usine en France. Alors, qui veut répondre aux questions, aux remarques en tout cas de Bruno Salgue. Pour les pharmaciens, vous le savez aussi bien que moi, les pharmaciens ne s'installent pas là où ils veulent. Ils s'installent là où il y a la population, et c'est l'État qui choisit l'endroit où doit s'installer. Ah si, non, là écoutez, là l'État choisit l'endroit où doivent s'installer les pharmaciens. Vous choisissez, puisque c'était en fonction de la population. Et quand les populations bougent, admettons si la population diminue, la pharmacie est là, on ne l'amène pas ailleurs. Donc là, si vous voulez, ce n'est pas le pharmacien qui choisit l'endroit. Il peut s'installer lorsqu'il veut acheter, il va dans une pharmacie, il rachète une ordre, il va où il veut, mais sinon il ne s'installe pas où il veut. Et heureusement, c'est pour ça que nous avons des pharmacies dans des petits villages, en zone de montagne, dans toutes les zones. Et c'est pour cela. Et juste pour compléter ce que disait Bruno Salgue, est-ce que Internet ne peut pas venir changer le modèle économique de la pharmacie? Il l'a fait pour la totalité, là je vais plaider un petit peu dans ce qu'il disait, il l'a fait pour la totalité de secteurs qu'on n'imaginait pas, le voyage, le transport, qu'il soit aérien, ferroviaire ou autre. Est-ce que vous pensez être dans un sanctuaire où ce modèle de financement ne va pas bouger? Écoutez, je la pose ouverte, hein, je la pose sans provocation, je la pose ouverte cette question. Je crois, et j'y reviens, je crois, si vous voulez, qu'il faut laisser de l'humain à tout cela. Je ne crois pas que le médicament sur Internet soit moins cher que le médicament en officine, parce qu'il y aura des frais de livraison, il y aura des frais autres qui sont là. Donc, pour moi, aujourd'hui, alors peut-être, monsieur, que je ne veux pas y croire. Je n'y crois pas ou je ne veux pas y croire. Hein, le lien est ténu. Mais je me dis qu'on a des pharmaciens, essayons de les garder, de les protéger un peu, parce que le jour où ils ne seront plus là, vous savez, c'est dans les villages où il n'y en a plus. Lorsqu'on a fait des fusions de 2 villages... Hein Il parlait d'un autre modèle. Non. Un autre modèle peut arriver. Oui.
Mais si vous voulez, voilà, et comme me dit ma directrice, comment on fait quand on fait du tiers payant, quand on ne voit pas les patients, si vous voulez, il y a un tas de problèmes comme ça, techniques, administratifs, qui peuvent se poser aussi. Mais moi, je reste convaincu, si vous voulez, qu'il faut toujours garder du lien entre les hommes. Et ce lien Internet, aujourd'hui, je sais bien, c'est indispensable, mais gardons du lien. Et ce qui manque souvent, c'est le lien, c'est l'échange qui modifie le comportement parce qu'on n'a pas su se parler, on n'a pas su... Vous savez, savoir dire bonjour aujourd'hui, c'est assez rare. D'autres questions ou d'autres remarques? Vous voyez, c'est complètement ouvert, que ce soit sur pharmacie, télépharmacie ou sur Sympad. Ah pardon, Hélène Carnial, vous vouliez, ou Yves Cahuzac, vous vouliez compléter ce qui s'était dit? Non, je crois, très rapidement, vous l'avez dit tout à l'heure, on a automatisé les banques, par exemple, mais on a besoin de voir son banquier. Voilà, donc on en revient à ce que disait Bernard, la nécessité de maintenir ce lien humain. On le vit au comptoir. On voit son banquier une fois tous les 6 mois. Voilà. Trop souvent, nous, en ce moment. Hélène Cardinal? Non. Pas de commentaire particulier. Je veux dire que le modèle du tout informatique et du tout dématérialisé est sans doute valable pour des prestations de base. Enfin, je veux dire. Après, il y a, à mon sens, nécessité en effet de maintenir quand même une relation de proximité. En particulier, on l'évoquait, pour les patients atteints de pathologies chroniques qui, je crois, eux, quand même, ont besoin plus du recours aux médecins ou aux pharmaciens que d'un service totalement dématérialisé, me semble-t-il, sur Internet. La commande des médicaments sur Internet, on évoquait ce sujet-là. Bon, voilà, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse, à la fois sur le plan économique, qu'on évoquait tout à l'heure, et à la fois sur le plan de la réactivité, de l'accessibilité, effectivement, au conseil. Parce que le médicament n'est quand même pas un produit anodin, comparable, effectivement, à la paire de chaussures. Peut-être un petit mot de François Escure, pour vous qui faites du conseil, justement, par Internet, pour des personnes qui ont parfois eu du mal à comprendre une ordonnance ou un conseil? Non, mais je suis entièrement d'accord avec tout le monde ici. C'est que si on élimine totalement l'humain, surtout en plus dans la santé, on perd quelque chose. Quand quelqu'un a une question médicale et va sur un forum et discute avec des gens qui sont absolument pas identifiés et qui balancent des choses qui sont tout à fait non vérifiables et autres et tout, moi je préfère qu'il appelle une plateforme de médecin ou qu'il aille voir son médecin traitant et qu'il parle à quelqu'un qui est physiquement identifiable. Par rapport aux médecins qui répondent aux questions, vous pourriez voir qu'il y a un effort énorme des médecins qui est fait pour expliquer les choses. Parce que comme vous avez une question qui vous est posée par quelqu'un qui est identifié, c'est monsieur un tel, madame un tel, et comme derrière vous n'avez pas envie de vous tromper, les médecins passent beaucoup de temps à une réponse d'une question en essayant en plus d'avoir une compréhension de la question et une empathie. Donc il y a un dialogue qui se fait, alors soit au téléphone, soit par mail, mais c'est important, je suis d'accord avec vous, il faut garder le lien complet. Bernard Champanet, puis ensuite je vais repasser la parole au public pour poser d'autres questions. Je prends cet exemple, par exemple, lorsqu'il y a les plateformes médicales de garde. Le pharmacien est l'interface entre un patient et un médecin. Le médecin a beau poser toutes les interrogations possibles au patient, c'est très dur de faire la régulation médicale, je parle sous ton autorité, de faire la régulation médicale de garde. Parce que le patient, son avis est subjectif, si vous voulez. Donc, quand il y a à la pharmacie, le médecin m'a dit ça. Et des fois, lorsque nous voyons le patient, on se dit bien que la prescription ne correspond pas à ce que nous voyons du patient. Donc, on doit rappeler la plateforme et dire, je crois qu'il y a eu peut-être une mauvaise information de la part du patient. Donc, c'est très dur aussi, même pour un médecin, de faire de la régulation téléphonique. Tu es d'accord avec moi? Merci. Oui. Je crois qu'il ne faut pas confondre quand même la consommation de soins et la santé. Le record de la consommation de soins, c'est les Américains. Et quand on regarde l'état de santé de la population américaine, ce n'est pas quand même une référence. Et on s'aperçoit que c'est les pays où il y a la meilleure coordination, où le coût de la santé est le moins cher. Et donc, ce n'est pas par Internet qu'on va réduire les coûts de santé. Une très bonne table ronde cet après-midi sur les business models. Allez-y, puis ensuite, je sais pas, qui est-ce qui veut prendre le micro dans la salle? Ouais, je ferai juste une remarque complémentaire qui est intéressante, c'est que vous connaissez tous un petit peu le paradigme aujourd'hui, c'est de dire qu'on est très actif sur un patient et ça se termine à l'hôpital. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de décaler un peu le curseur pour dire il faut être proactif sur un non-patient et ça se terminera au domicile. Donc la chaîne de soins, puisqu'on parlait de parcours de soins et autres, elle est en train de bouger un peu. Et
plus on va aller en amont et en prédiction, en prévision, en anticipation, en dépistage et autres, et plus on a de chances de faire des économies à tout le monde et de voir comment les choses vont évoluer dans les prochaines années. C'est très clair, il y a certains pays qui sont un peu plus en avance que nous là-dessus, mais le dépistage, par exemple, c'est quelque chose, c'est une évidence pour tout le monde. C'est de dire, oui, si je suis dépisté avant mon mélanome, c'est quand même mieux que quand je vais voir mon médecin et que j'ai déjà mon mélanome déclaré. Il y a tout un tas de domaines. Le dépistage rentre dans la convention aussi pour les pharmaciens. Le lieu de vie du pharmacien est un endroit où, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un endroit où vous voyez des choses. Vous voyez des choses. Donc, en dépistage, vous pouvez voir une personne qui est en insuffisance respiratoire parce que c'est très clair. Et elle se rend pas compte. Donc, si vous avez les outils qui vous permettent de montrer qu'effectivement, il y a un petit problème, vous pouvez mieux l'orienter après. Et donc voilà, c'est cette chaîne, ce curseur qui est en train de bouger, et à mon avis au grand bénéfice de nos deniers publics. Je regarde juste la salle puisqu'il nous reste 2 petites minutes. Est-ce qu'il y a une ou deux interventions, une ou deux questions dans la salle avant de clore cette session? Allez, Bruno Serlier, et puis je vous donne la parole ensuite. Une remarque, je crois que c'est Pierre qui parlait tout à l'heure des 22% d'actes inutiles. Le dépistage a un inconvénient majeur, c'est qu'il augmente les actes inutiles. Parce que le dépistage, si vous faites du dépistage, vous ne savez pas par avance, vous n'avez aucune idée par avance de la maladie que la personne a. Donc vous faites du dépistage de manière systématique. C'est ce que fait la Chine aujourd'hui. Hein. Quand vous êtes malade, quand vous arrivez dans un hôpital en Chine, on vous fait, pouf, un paquet d'analyses. On vous garde une journée, on vous fait un paquet d'analyses, et le soir, il y a un médecin qui arrive, qui regarde toutes les analyses. Et en fonction de ça, il oriente le patient vers un médecin qu'il pense plus compétent que les autres dans le domaine de la maladie de la personne. D'ailleurs, maintenant, c'est médecine occidentale ou médecine... en France, on dit, oh, tiens, le patient, il a peut-être une grippe, alors on lui fait faire les analyses qui vont avec la grippe, et voilà. Donc faites attention à ce genre de débat, parce que justement, les indicateurs que l'on va utiliser, si on est réellement dans le dépistage, ne seront pas les mêmes que les indicateurs qu'on va utiliser dans d'autres systèmes. Et le dépistage ne peut être que systématique, c'est-à-dire que si vous ne faites pas de dépistage systématique, ça ne sert absolument à rien. Je laisse la parole aux patients pour clore cette table ronde, puisqu'après tout, c'est quand même du patient dont on parle, et c'est lui qui est le centre de nos préoccupations. Gilbert Bayonne. Oui, eh bien, très, très rapidement, je pense que ici, même dans le Tarn, on a bien compris l'assurance maladie qui est présente. Je dois la remercier d'ailleurs pour avoir compris depuis très longtemps qu'il fallait travailler en amont sur le dépistage. Nous avons des actions de dépistage ici. Et donc, je fais le lien avec les professionnels. En même temps, les patients et les professionnels, nous avons l'habitude de travailler ensemble. On se connaît plus ou moins les uns les autres, là. Donc, avec les pharmaciens, sur le GERS, il y a des projets, sur l'éducation thérapeutique en officine et puis en dépistage aussi. Hein, il y a des projets qui sont en route ensemble. Et sur le plan régional, hein, M. Champanet il peut le dire, il y a des projets de dépistage en route. On n'attend que d'être aidé, d'être soutenu. Voilà, parce que ça ne peut pas se faire tout seul. Hein. Merci à vous tous, en tout cas, de cette participation à cette table ronde. On voit comment une nouvelle technologie viennent quand même changer. Et ce métier de pharmacien va évoluer inéluctablement, comme ce qu'on a dit en début de séance, même si on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui. On peut les applaudir pour leur participation.